Après 3 épisodes pleins d'énergie, la série devait forcément faire une petite sieste. House of the Dragon, saison 3, épisode 4. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 4 qui est sorti aujourd'hui, allez le voir et revenez après car j'ai spoilé dans 3, 2, 1, c'est parti. Quand je dis que c'est une sieste, ça veut pas dire que c'est forcément négatif. Moi j'aime bien faire des siestes de temps en temps, mais c'est vrai que cet épisode-là, il va relâcher un petit peu la tension et va se concentrer sur la mise en place de la suite de la saison. Il va pas se passer énormément de choses. Ça va vraiment se concentrer plutôt sur le peuple, le manque de ressources de manière générale et comment est-ce que le monde va réussir à vivre en communauté. Voilà, le monde change, une nouvelle régente est arrivée, comment est-ce qu'elle va faire pour gérer toutes les affaires du royaume et surtout les affaires des gens qui s'opposent à elle, qui va faire chier tout l'épisode, plus ou moins, mais voilà, l'objectif est vraiment de voir comment régner. Là où il y avait la pression un peu genre Uncut Gems de ce qui s'est passé dans l'épisode 3, là c'est vraiment plus relax et la pression est plus imposée sur le peuple plutôt que sur Rhaenyra. Et c'est une pression qui est imposée sur le peuple, sur les nobles, sur les autres dirigeants, et moi ce que j'aime bien c'est cette idée de devoir partager sa demeure, sa maison avec les autres, cela sans consentement. Le consentement qui revient quand même beaucoup dans cet épisode-là par rapport à plein de gens qui ne veulent pas faire des choses, que ce soit la tentative de viol, que ce soit le gamin à la fin qui doit tuer le mec qui n'a entre guillemets rien fait. Bref, c'est vraiment, encore une fois, une pression qui est imposée sur tout le monde. Et c'est assez intéressant de voir ça, le côté managérial de la société. Ok, on met des gens dans des maisons parce qu'on n'a pas assez de maisons, il y a trop de population, on essaie de se débrouiller, on essaie de faire vraiment une communauté ensemble. Mais ce qui est vraiment cool, c'est comment la déshumanisation reprend le dessus. Il y a des gens qui sont ok de partager, ils se disent ok, bon, on va partager, on n'a pas le choix, on est prêt à faire ce sacrifice. Mais la police, les militaires, l'autorité en profitent pour créer des situations compliquées. La tentative de viol évidemment, mais ces abus de pouvoir, ça montre encore une fois que le système doit être bien ficelé, bien géré, sinon des gens vont en profiter et vont se faire plaisir. Et c'est ça qui est toujours la critique de George R. R. Martin et de l'univers Game of Thrones, c'est comment est-ce que le pouvoir arrive à corrompre les gens, leur faire du mal ou littéralement impacter le reste du monde juste à cause de un titre, juste à cause d'une situation. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours assez intéressant ici, et c'est plutôt bien fait. Et j'aime bien aussi de voir cette noblesse qui est là à se faire punir aussi, mais c'est pas la même chose. Là où le peuple accepte un petit peu, la noblesse, elle refuse et se bat, et surtout que la perte de privilèges, elle est complètement différente. Je veux dire, eux, ils partagent un énorme manoir, château peut-être même, alors que le peuple va partager une maison qui est déjà bien remplie, et ça montre le décalage. C'est les nobles qui peuvent se plaindre et qui sont écoutés, alors qu'ils vont beaucoup moins partager que les autres, pendant que le peuple, il peut pas vraiment se plaindre, il subit des viols et des atrocités, et en même temps, il partage beaucoup plus que les autres, en pourcentage de ce qu'ils ont. Et ça a toujours été un petit peu la critique, et je trouve que c'est pas mal, et c'est bien montré encore une fois. Mais ça montre aussi à quel point, en fait, les dirigeants, ça reste les leaders, quoi. Ça reste les politiques, de manière générale, parce que oui, tu peux être puissant, tu peux être un noble, mais si le politique en question te dit, maintenant tu fais ce que je dis, c'est le gouvernement et le politique qui décident. Et là, on le voit, cet homme, cet Tormund qui sort littéralement nu, qui s'impose avec son phallus, qu'on voit pas certes, mais c'est vraiment une marque d'autorité, de pouvoir, et reprend le contrôle, et se fait même passer pour un rebelle. Il demande à ces gens-là, pourquoi est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas pour Rhaenyra, n'est-ce pas? Et ils sont obligés de se trouver des excuses en mode oui, c'est Rhaenyra, tout ça. En fait, j'aime bien cette idée-là d'avoir littéralement un mec qui est aussi un dirigeant, qui est aussi problématique, qui se fait passer pour le rebelle, pour à la fois s'opposer à Rhaenyra, et en même temps pas se faire écraser par le système. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi à la jeunesse comment régner, il essaie d'éduquer le prochain roi, la prochaine génération, pour prendre lui-même le pouvoir de manière plus ou moins légitime. Mais lui a une approche plus violente et radicale, là où Rhaenyra, pour l'instant, essaie d'être plus juste. Mais c'est ça justement le débat dans cette série et dans GOT, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer le pouvoir. Est-ce qu'il va nous corrompre? Est-ce que le fait de vouloir se rebeller est uniquement pour des intérêts personnels? Ou est-ce que c'est parce que c'est juste? Ou est-ce que parce que c'est légitime ou pas? Et c'est ça les questions que j'aime bien. Et en plus de ça, il y a un truc que je trouve assez vicieux et cool, c'est la fameuse scène de viol et comment Tormund va décider en public de punir le policier, le militaire, la garde, comme vous voulez. Mais ça, c'est qu'en public. En réalité, c'est pas ce qu'il fait. Il se fait passer pour quelqu'un de juste, c'est purement du marketing. Et au début, tu dis, ok, c'est intéressant, c'est quand même un gars qui est moins manichéen que prévu. Il veut quand même punir les gens qui sont sous son aile, alors que pas du tout. En fait, c'est juste quelque chose qu'il dit en public, mais c'est pas ce qu'il va faire. Mais c'est pour ça que le mec, il est en train de câbler aussi. C'est qu'il se demande comment est-ce qu'il peut résoudre ces problèmes-là. Parce que là, t'as un mec, il arrive, il est en dragon, et on voit comment les dragons
cause la crainte et le danger. Tout le monde a peur des dragons et tout le monde a peur du pouvoir des dragons. Et c'est justement là que Rhaenyra commence à vraiment s'imposer, c'est qu'elle veut écraser les rebelles. Pas en les tuant, mais en mettant la pression, en leur disant que voilà, c'est moi qui règne, c'est moi qui décide, vous devez me respecter. Et cet Tormund-là, c'est ça qui est fascinant aussi avec lui, c'est que c'est très drôle qu'il ait peur des dragons, on le voit qu'il est un peu effrayé, mais il veut tenir tête à Rhaenyra et il veut se débarrasser des dragons. C'est un peu le nouveau monde qu'ils veulent mettre en place, la fin des dragons, parce que ça déséquilibre complètement le pouvoir. Et il veut aussi se débarrasser des Targaryens, il a des phrases un peu de suprémacistes en mode c'est pas des vrais humains, ce genre de choses. Donc vraiment, il se considère comme supérieur aussi. Mais là où il a assez raison, et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage assez intéressant aussi, c'est que oui, il est radical, oui, il est violent, mais il a raison qu'il y a un déséquilibre du pouvoir qui est féroce. Tu ne peux rien faire contre ces armes nucléaires, quoi, disons les choses, et il faut restaurer un équilibre où il n'y a pas juste un dictateur qui règne. Alors lui est aussi un dictateur, lui aussi, il fait des choses qui ne sont pas bonnes, littéralement, mais au moins, tu peux comprendre son point de vue. Certes, il n'a pas les bonnes méthodes, certes, c'est aussi un énorme connard, mais tu comprends que, dans le fond, il a raison. Les dragons ne devraient même pas exister, quoi. Si tu veux avoir un équilibre de pouvoir dans le royaume, quelqu'un qui a des dragons, ça déséquilibre complètement tout, quoi. Donc, de ce point de vue-là, il a raison, et je trouve que c'est assez fascinant. Maintenant, la manière dont il parle à son peuple, la manière dont il ment à tout le monde, il manipule, c'est horrible, évidemment, mais on le voit dans cette scène finale, il veut venger toutes les personnes qui ont touché à des Hightower. Il ment à son peuple, et ensuite, il va demander à un gamin d'exécuter un mec qui a juste protégé sa sœur, si je dis pas de bêtises dans ce cas-là, qui a failli se faire violer. Donc en fait, la justice, la miséricorde, ça l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est régner dur comme fer, mais il peut pas, parce qu'il a pas de dragon, et il sait très bien que s'il avait des dragons, il l'utiliserait aussi. Donc c'est un personnage qui va être intéressant à suivre, parce que c'est à la fois un antagoniste, mais il a raison sur certains trucs, et tu vois qu'il y a un truc qui va se faire autour de lui, où il va réussir à fédérer, et c'est ça qui va être fascinant d'avoir un rebelle qui est peut-être aussi tyrannique que Rhaenyra, parce que Rhaenyra, pour l'instant, elle veut pas être tyrannique. Rhaenyra, elle veut être juste. Rhaenyra, elle veut être une bonne régente et tout, mais elle va pas y arriver, parce qu'elle n'arrive pas à s'entourer. Elle a un vrai problème par rapport à ses relations humaines. Elle n'arrive pas à trouver des conseillers qui sont bons avec elle, qui sont intelligents, qui seraient loyaux, à qui elle peut faire confiance. Et en même temps, elle va avoir des conseillers pour les punir un petit peu. Donc elle commence à faire des magouilles, elle commence à faire des choses qui sont moralement pas très bonnes. Et c'est des choix moraux qu'elle va devoir faire et qui vont la mener vers des choix de plus en plus radicaux. Donc on voit ici que le problème, c'est pas elle en soi, c'est la position du pouvoir qui corrompt quoi qu'il arrive. Et ça, je trouve c'est intéressant que son problème à elle soit ses relations humaines, quoi. On le voit tout le temps. Elle n'a pas l'air extrêmement douée en stratégie, d'accord, mais c'est ces relations humaines-là qui vont la faillir, parce que si elle était bien entourée de gens qui seraient loyaux à elle, elle pourrait peut-être s'en sortir. On le voit avec la religion. Elle veut vraiment mettre de côté la religion, elle veut l'écraser un petit peu, parce que ces gens-là lui font pas confiance et ne la trouvent pas légitime. Donc on est à un stade où elle commence à gérer avec, encore une fois, oui, du complot et une stratégie un peu machiavélique, des choses qui devraient être peut-être plus simples, quoi. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est qu'elle commence déjà à se dire « Je vais commencer à être moralement moins bonne, en tout cas avec mes conseillers, mes proches, les gens qui devraient m'aider pour le peuple. » Mais même le peuple, on le voit, c'est compliqué. Parce que ça part de bonnes intentions, hein, clairement. C'est le symbole de cette maquette qu'on voit là de l'ancien monde, qu'elle veut reconstruire, le monde rêvé de son père, évidemment. Son père qui pensait avoir les épaules, qui ne les avait pas. Elle qui a envie d'avoir les épaules. C'est le symbole avec les rats qui sont là au conseil, qui sont en train de gratter, de bouffer, de manger. Voilà, le pouvoir de manière générale. C'est pas très beau visuellement, et cet épisode-là, je trouve qu'en termes de mise en scène, il est assez bancal. C'est que des champs contre champs. Il n'y a pas de travail sur la photographie, il y a des effets spéciaux assez discutables et moches. Mais en tout cas, dans ce qui se passe, c'est que c'est voilà, elle qui veut avoir justement la force de diriger et de retrouver la gloire du passé. Elle se rend compte à quel point c'est compliqué de garder justement le pouvoir et de ne pas décevoir les gens autour. On le voit avec le Sea Snake et son fils. Son fils, clairement, il est du côté de Rhaenyra. Tu vois qu'il veut l'aider, tu vois qu'il croit à sa justesse et à sa miséricorde. Mais l'autre côté, son père est complètement déçu. Donc il va devoir être partagé entre le père qu'il a toujours vraiment rêvé d'avoir et Rhaenyra. Et c'est des choix, je trouve, de personnages qui sont vraiment bien faits, quoi. C'est des petits moments comme ça qui vont mener à des conclusions dramatiques et qui vont être, je trouve, fascinantes à voir. Maintenant, c'est vrai que, bah oui, en termes de rythme, en termes d'épisodes, en termes de photos, en termes de budget, rien à dire. En termes de production, c'est génial, hein, voilà, ils ont mis 25-30 millions par épisode. Voilà, et on ne peut pas critiquer la gueule de l'épisode par rapport au décor et tout. Par contre, on peut critiquer
Ouais, ce rythme un peu plus lent par rapport à certaines choses, ces trucs ont l'impression de tourner un petit peu en rond à certains moments. Oui, le côté de Rhaenyra qui veut le respect de sa population et qui est déçu lorsque les gens l'insultent, de reine des bâtards, c'est un truc que je trouve intéressant parce qu'elle commence à perdre tout le monde. Donc ça, c'est des bonnes choses. Par contre, voilà, pour moi, Alicent, à ce stade, c'est l'enfer, quoi. Déjà, la mise en scène, encore une fois, je trouve que c'est vraiment... Il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. Mais la photographie et le cadrage de ce genre de séquence avec le garde qui est juste là, Alicent au milieu, Rhaenyra de ce côté, pour moi, il y a un déséquilibre qui ne raconte rien du tout dans cette scène. Ils se sont juste dit, voilà, c'est joli, on met ça là. Pour moi, ça ne marche pas. Et surtout, Alicent, ils savent pas quoi donner à faire à ce personnage, quoi. De mémoire, dans le bouquin, elle fait pas grand-chose à ce stade. Mais là, ils savent pas quoi lui donner à faire. Et fait pas grand chose, on tourne en boucle aussi sur ça, et ils ont plus aucune alchimie, alors qu'avant il y avait un truc d'amitié, presque d'amour, un peu plus que platonique, entre guillemets, là il n'y a plus rien entre les deux, tu ne ressens ni la rage, ni la manipulation d'Alicent, ni son envie de se retourner contre Rhaenyra, et ils essaient de se rabibocher un petit peu par rapport évidemment à son père qui est décédé, elle essaie de s'excuser un peu Rhaenyra, mais il y a un truc où... Ah, franchement, l'actrice d'Alicent, elle en a plus rien à foutre. Hein. Je sais pas si c'est sa direction d'acteur qui est catastrophique ou juste elle qui aime pas le scénario parce qu'elle fait rien. Alors oui, tout va changer avec Helaena qui est enceinte. En tout cas, c'est sous-entendu qu'elle est enceinte. Mais globalement, franchement, c'est un arc de personnage que je trouve pour l'instant du remplissage où ça aide le scénario et ça crée des fausses tensions, mais ça marche plus, quoi. Il y a plus l'alchimie qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est pareil pour l'arc de Criston Cole. Je trouve que pareil, ils savent pas quoi faire avec ce personnage-là. J'aime bien l'idée en soi qu'ils arrivent dans ce château, là où il y avait le dragon, là où il y a cette sorcière, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tension, il n'y a rien en fait à se mettre sous la dent de ce point de vue-là, donc c'est juste chiant au final et je trouve ça un petit peu décevant. Et encore une fois, c'est pas très beau comme séquence, ça va être très cheap à cause de l'éclairage cette fois-ci, pourtant encore une fois c'est des beaux décors et tout, mais là ça marche pas. Encore une fois, ce qui est intéressant c'est le débat, l'impression de tourner en boucle, ok, mais c'est le débat quoi, c'est surexplicatif, mais c'est cette volonté de se débarrasser et contourner les dragons. Et tu vois qu'il y a un truc qui se crée une unité par rapport à l'idée de ne plus avoir d'armes nucléaires, qui est un truc qui est un débat dans la vraie vie aussi, hein, pour rappel. Hein. Le monde, en théorie, il y en a plein qui veulent éliminer les bombes nucléaires pour qu'on arrête justement la dissuasion et qu'on passe dans un autre monde qui n'a pas besoin de ces armes-là pour montrer à quel point elles sont dangereuses et ça changerait tout, quoi. On va pas lancer dans ce débat-là, mais imaginez un seul pays qui a les bombes nucléaires. Je pense que tout le monde serait d'accord pour que ce pays-là n'ait pas les bombes. Bref, c'est un débat, mais en tout cas, il y a des trucs qui sont trop simplets, quoi. C'est encore une fois le combat entre l'humanité et le fait d'être une bête. C'est ce qu'ils disent. Bref, en termes d'acting, en termes de tout, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de flow, il n'y a pas d'alchimie avec l'autre militaire, il n'y a rien en fait à se mettre sous la dent, et c'est un peu dommage. Là où Daemon, au moins Matt Smith, il a un talent d'acteur, il a un charisme naturel et tout, et on voit sa vision du monde qui s'oppose quand même à celle de Rhaenyra. Lui, il veut continuer à rallier des troupes, des ressources, lui, il veut conquérir le monde et ramener de l'argent comme ça. Là, ça se passe sans violence, ce qui est plutôt cool, mais globalement, c'est vrai que lui, il a plus l'air d'être un gérant ou un régent, si on peut être plus précis, qui veut avancer, mais avec des méthodes qui peuvent être bien plus violentes. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, et ça que j'aime bien, c'est la confrontation de deux idées, et c'est lui qui fait sa vie, alors qu'en théorie, il devrait écouter Rhaenyra, quoi. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un personnage qui n'écoute pas, mais qui est quand même assez fidèle et loyal à sa famille, il veut toujours la protéger, d'où la scène avec Ship Stealer, évidemment. Il a bon cœur parfois, et c'est l'intérêt de ces séries-là. C'est que parfois les personnages comme Daemon vont faire des trucs qu'on aime bien, qu'on respecte et tout, et puis de l'autre côté, il va littéralement tuer un innocent sans raison. Voilà, juste pour une stratégie, juste pour sauver une femme de sa famille, tout en tuant un innocent qui n'a absolument rien demandé. Donc c'est ça, en fait, qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est qu'ils font un truc qu'on aime bien, puis on déteste ce qu'ils font. C'est ce genre de mélange-là que je trouve assez réussi dans ce genre d'œuvre, c'est les bonnes intentions mais les mauvaises méthodes et surtout que ça marche pas. Tu vois, il ramène la tête cramée de quelqu'un, tu sais que ça marche pas, que personne n'y croit, que ça résout pas les problèmes, que ça va juste être là pour faire un petit twist par rapport à ça. Il confond stratégie et émotion et c'est ça aussi son gros problème. Mais bon, c'est un personnage que je trouve quand même assez intéressant à suivre, qui fait des bêtises mais qui crée du drame par rapport à la série de manière générale. Et moi ce que j'adorais suivre, c'est l'intrigue avec le roi, évidemment le roi légitime, entre guillemets. Il y avait une certaine émotion à le voir face à son dragon décédé, et dans le déni, il pense que son dragon est toujours en vie, il veut même interagir le plus possible avec, mais il doit payer. Et c'est encore une fois le sketch, quoi. Comment ça, tu dois payer pour voir ton dragon? Et il se rend compte du système dans lequel il vit. Et c'est pour ça qu'il est en train de vivre un truc que je trouve hyper fascinant dans ce genre de série et dans cet épisode-là, c'est qu'il est en train de vivre son parcours du héros. Et là où on voit que Rhaenyra est en train de chuter, lui, il est en train de monter, de grimper. Alors oui, en vivant des choses horribles, mais en fait, il rejoint le peuple de manière générale. Il voit les conséquences de la guerre qu'il a menée. Et j'adore ce cadavre de dragon
c'est la mort qu'il a causée lui, littéralement. Son royaume a causé cette mort. C'est la bataille qu'il a vécue et subie même juste avant. Et on voit justement au ras du sol l'eau dégueulasse, on voit les cadavres. Et c'est bien pour son développement de personnage, pour le fait d'en faire un meilleur roi, de se rendre compte des conséquences de ses actes. C'est intéressant en termes de narration parce qu'on reprend, on va dire, l'antagoniste de notre personnage principal qui est Rhaenyra, et on le voit vivre des choses qui sont, entre guillemets, pas dignes, mais pour en faire une meilleure personne, et réalise la pauvreté du royaume. Et j'aime bien le côté un peu Pacific Rim, vous savez, ils utilisent le cadavre du dragon pour faire des choses et tout, et il y a des scènes d'humiliation qui font partie de ce parcours du héros, qui sont pour moi fascinantes et qui vont en faire un meilleur personnage, qui va mieux comprendre littéralement ce qui se passe chez lui, et en faire par définition un meilleur roi. Et ça, c'est l'opposition même d'un mec qui avait la royauté qui chute dans le bas peuple au point de se faire tuer, ou presque, avec un mec qui était dans le bas peuple et qui d'un coup a une sorte de titre de noblesse, un dragon, est fort et veut continuer à vivre dans des tavernes, à être heureux. Il essaie même de manigancer avec Rhaenyra, de demander le pardon de ses amis, ce genre de choses. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, il n'est plus libre. Il est prisonnier à la fois de Rhaenyra, parce que la noblesse c'est ça, ils sont prisonniers en réalité du dirigeant, mais en même temps c'est un monde qui lui plaît pas quoi. Lui limite il préfère être avec de l'argent certes, même si ça le fait chier quand il donne autant d'argent à la taverne, avec ses amis et son peuple, plutôt que d'être emprisonné ici dans le Red Keep, chose qui va arriver quoi. Il va être là, il va se faire chier, et il va se dire que c'est pas la vie qu'il veut quoi de manière générale. Donc c'est vraiment ce mélange entre deux arcs narratifs, deux mondes politiques qui vont s'opposer, et comment chacun réagit à ces différences de classe. Donc je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants mine de rien dans cet épisode là. Voilà, c'est lui qui va essayer de faire quoi qu'il arrive pour sauver ses amis, pour les aider, et en même temps, il va être en décalage total avec ses nouvelles responsabilités. Il n'a pas envie de responsabilité, mais en même temps, il y a quand même des avantages, quoi. L'argent de une, le fait de bien vivre maintenant et tout. Donc je trouve que c'est quand même des arcs de personnages assez intéressants. Moi, ce qui me descend de cet épisode-là, c'est que le rythme, je trouve un peu bancal, c'est vraiment la sieste qu'on a envie de taper quasiment tout l'épisode, mais c'est aussi, surtout, la mise en scène, quoi, la photo et tout, c'est ok, quoi. Pour une série comme ça, quand tu sors de 3 épisodes qui était quand même assez inspiré, avec des problèmes, un 3e vraiment bien fait, celui-ci c'est un petit peu la sieste. Voilà, c'est pas mauvais, c'est pas génial non plus, ça se regarde bien, mais c'est que ça donne envie de dormir, et j'ai quand même hâte de voir les 4 prochains, voir ce que ça va donner, mais je suis pas méga fan de ce que j'ai vu là, sans avoir détesté non plus. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant toutes les vidéos sont disponibles en podcast, mais j'ai aussi des comptes Instagram, TikTok et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.